Ce lundi matin, c'était un moment de vive émotion et d'échange qui s'est déroulé à l'intérieur de l'école de la montagne supérieure à Sarreguemines. Une jeune fillette en classe de CM2 de 9 ans a été retrouvée sans vie à son domicile à Sarreguemines samedi matin. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un suicide. Devant les portes de l'établissement, plusieurs médias locaux, nationaux et régionaux étaient présents avec des parents. Dès l'annonce, l'Éducation nationale, les services de l'État et la ville de Sarreguemines se sont mobilisés pour mettre en place une cellule d'écoute pour les élèves, leurs parents et le personnel de l'école. Elle est en place depuis ce matin. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de ce drame. Une tradition qui perdure. La 23e édition des coulisses du BTP vient de se dérouler. Il s'agit d'un événement qui permet à des collégiens et à des demandeurs d'emploi de découvrir les métiers du bâtiment et des travaux publics. À cette occasion, en Moselle, ils ont pu visiter 2 chantiers. Celui de la nouvelle clinique à Mézières-les-Messes et celui que vous pouvez voir sur ces images, l'extension du CFA BTP de Sarreguemines. Un chantier qui vise à doubler la surface du bâtiment pour accueillir de nouveaux apprentis. Il doit être opérationnel en septembre 2026. Les collégiens et les personnes suivies par la mission locale et par l'école de la deuxième chance ont pu poser toutes les questions qu'ils voulaient au chef de l'entreprise qui intervient sur ce chantier. Elles ont pu aussi, et c'est une nouveauté, participer à des ateliers immersifs afin de découvrir les activités de peintres et de carreleurs mosaïstes. L'occasion aussi d'échanger avec des apprentis actuellement en formation. Le BTP, c'est une bonne option dans la vie. L'apprentissage est bien rémunéré. S'ils sont motivés, qu'ils se lancent. Et là, on a la chance d'être jeune, d'habiter encore chez papa et maman, pouvoir mettre de l'argent de côté et peut-être passer le permis, acheter une belle voiture, enfin acheter des belles choses, avoir beaucoup d'argent de côté. Un intérêt financier, mais aussi les enseignements qui leur serviront tout au long de leur vie, chez eux en privé ou pour en faire leur métier. On n'aura pas besoin forcément d'appeler un peintre, un carreleur, etc. pour faire chez nous, on pourra le faire nous-mêmes. C'est aussi du gain de temps et d'argent. Le métier de peintre, c'est ce qui me correspond le mieux. Tout ce qui est peinture, tapisserie, enduit. Moi, je fais même du parquet dans mon entreprise, la façade. Franchement, je pense que ça me correspond le mieux. Ces jeunes apprentis sont convaincus d'avoir fait le bon choix en intégrant le CFA BTP à Sarreguemines. D'autres personnes intéressées peuvent venir les rejoindre. Il reste encore 54 offres d'apprentissage de la part de différentes professions et corps de métier. Des adultes aussi peuvent venir renforcer les rangs. Nos formations sur le site de Sarreguemines sont ouvertes également aux adultes qui peuvent par exemple mobiliser leur compte personnel de formation et s'inscrire à tout moment dans nos formations. Nous pouvons intégrer des personnes en apprentissage et en formation adulte jusqu'au mois de décembre, mais les adultes peuvent venir à tout moment de l'année sur des modules courts ou des modules longs. S'il y a des besoins en formation, c'est parce que dans le BTP, de nombreux postes sont à pourvoir. Tous les métiers sont en tension. On cherche des chauffagistes, on cherche des électriciens, on cherche des plâtriers, des carreleurs. Tous les métiers sont concernés. Nous avons un besoin sur toute la Moselle de 1000 salariés par an, du fait du départ à la retraite de nos anciens, d'une part, et d'autre part, pour permettre aussi à nos entreprises, à certaines de nos entreprises, de se développer. Idéalement, pour les responsables de la filière, parmi les collégiens qui ont visité les chantiers lors de l'opération Les coulisses du BTP, certains ont pu ressentir un intérêt pour ces métiers et pourraient être amenés à l'avenir à travailler sur des chantiers. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, il va faire très beau cette semaine, alors il va falloir en profiter, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le nombre de jours d'ensoleillement en Moselle en 2024 ? Est-ce que c'était plutôt 120 jours, 34 jours ou 67 jours ? À vos réponses dans les commentaires sur notre page Facebook.
En tout cas, pour l'année en cours, on rajoute une journée de soleil pour demain avec un ciel qui sera toujours très dégagé. Côté température, les minimales iront de 8 à 9 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les justes et il fera jour de 7h49 à 18h45. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain! À Eschwiller, au cœur du pays de Bitche, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtements, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Cette semaine, dans Hopla, nous prenons de la hauteur et traversons les époques à la découverte du château du Waldeck. Les vestiges de ce château médiéval situé sur la commune de Egelsart offrent une vue imprenable sur la vallée de l'Erbsental et sur l'étang de Hanau. Et c'est avec Joël Beck, ardent défenseur du patrimoine et président de la Chale, que je pars à l'assaut de cette forteresse aujourd'hui en ruine. Nous irons aussi à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. 35 ans après la réunification, la Sarre célèbre aussi les 70 ans de son rattachement à l'Allemagne. Un double anniversaire pour ce territoire entre la France et l'Allemagne au cœur de l'Europe. Au Historisches Museum Saar, on remonte le fil de l'histoire. Entre archives en noir et blanc et photos d'aujourd'hui, ce petit territoire frontalier aux portes de la Moselle se raconte et se réinvente. Une page d'histoire à ouvrir ensemble cette semaine dans l'émission Grenzenlos. Bonjour à tous. Ces dernières heures, un nouveau gouvernement vient d'être nommé. C'est le deuxième gouvernement Sébastien Lecornu, renommé Premier ministre le week-end dernier. 34 ministres dont certains sont déjà connus, notamment Gérald Darmanin, reconduit à la justice, ou encore Rachida Dati à la culture. À leur côté, des profils plus techniques, comme l'ancien patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou, nommé ministre du Travail et des Solidarités, ou encore le Vosgien Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France, il est nommé ministre délégué de la ruralité. Peut-on espérer une continuité politique et un budget pour la France? La question se pose dans un climat de vives tensions ces derniers jours et d'instabilité politique. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous recevons donc le sénateur de la Moselle, Michael Weber. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Quel regard portez-vous sur ce nouveau gouvernement ? Écoutez, un gouvernement, ce n'est pas qu'une affaire de casting. Manifestement, ce qui avait bloqué lors du précédent, c'est-à-dire Lecornu 1 la semaine dernière, puisqu'il y a exactement une semaine, Sébastien Lecornu, à quelques minutes près, là, annonçait qu'il remettait sa démission suite à la polémique qui était engagée en nommant Bruno Le Maire, qui portait l'estampille des 1000 milliards d'euros de déficit. Là, je reconnais que pour ce qui est du casting, il y a une espèce
d'équilibre entre des profils politiques. Il n'en a pas mis trop parce que, comme il l'avait annoncé, il ne souhaitait pas de profils politiques qui puissent être candidats à l'élection présidentielle en 2027 et de profils effectivement dits techniques, mais ce sont des gens que l'on connaît, qui sont engagés, qui ont, je crois, une opinion politique. Vous avez cité à juste titre Michel Fournier, que je connais bien, qui est maire des Voivres dans les Vosges, président de l'association des maires ruraux, qui n'est pas un macroniste, mais qui essaie d'être dans la réalité et de défendre les sujets autour de la ruralité. C'est ce qu'il hérite aujourd'hui dans ce gouvernement. La question, c'est de savoir quelle est la durée de vie potentielle de ce nouveau gouvernement, de ces 34 ministres. Alors, on l'a vu, un contexte d'instabilité politique avec la démission puis la renomination du Premier ministre Sébastien Lecornu. Plus largement, comment vous analysez cette situation ? Écoutez, moi, je pense que, en fait, quand on n'a pas de majorité, et je pense qu'en particulier dans notre secteur géographique, on fait souvent référence à ce qui se passe en Allemagne où on fait des compromis, des coalitions. D'abord, on n'a pas cette habitude en France. Et deuxièmement, ce compromis, quand il se construit en Allemagne, on prend des semaines et des mois jusqu'à un accord. C'est-à-dire, entre l'élection et la mise en place d'un nouveau gouvernement, en Allemagne, il se passe un certain temps, ce qui n'est pas le cas ici. Et là, on est obligé de travailler dans une forme de précipitation. Chacun a pu dire à cette occasion-là qu'il avait des lignes rouges. Pour ce qui concerne la gauche, c'est d'avoir des avancées pour la vie quotidienne des Français, autour du pouvoir d'achat, autour de la justice fiscale, mais aussi des retraites. Ce sont des sujets, effectivement, pour nous, qui sont extrêmement importants. C'est aussi de considérer que le Parlement a son rôle à dire, donc d'éviter que le 49.3 puisse être utilisé. Alors, il y a effectivement ceux qui demandent à ce qu'on revienne au vote, soit suite à la démission d'Emmanuel Macron, soit suite à la dissolution. Ça peut être une option, mais j'entends aussi nos concitoyens que je croise lors des manifestations qui ne le souhaitent pas nécessairement. Il y a eu, je crois, une élection législative en juin 2024. Il y a eu un Parlement qui a sa légitimité. Revenir voter, je crois que ce serait un aveu, en tout cas de faiblesse et d'irresponsabilité de la part des élus qui sont en place, qui ne seraient pas en capacité de trouver les moyens de faire tourner le pays pendant quelques temps encore, jusqu'à l'élection présidentielle que tout le monde attend. Et de ce croix, je ne suis pas certain qu'après une dissolution, la couleur politique de la Chambre soit très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors les réactions politiques ne se sont pas fait attendre suite à cette nomination du gouvernement ces dernières heures, notamment le parti, les Républicains, qui a annoncé exclure tous les membres de son parti qui ont rejoint le nouveau gouvernement, ou encore le Rassemblement national et la France insoumise qui ont brandi tout de suite la menace de censure de ce nouveau gouvernement. Alors pour l'instant, le premier secrétaire du Parti socialiste, donc Olivier Faure, a dit « Je ne souhaite pas m'exprimer tant qu'on n'a pas entendu ce fameux discours de politique générale, donc de Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Doit-on s'attendre finalement à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement éphémère, comme on l'a connu là ces derniers temps, et finalement au moment crucial du vote du budget 2026 ? Écoutez, si, comme nous l'avons dit, lors du discours de politique générale, n'apparaît pas une phrase claire, sans ambiguïté, qui dit que l'on suspend, par exemple, la réforme des retraites, que l'on veut plus de justice fiscale et pas un truc homéopathique comme on essaie de nous vendre. Mais on a parlé de la taxe Zuckman, ça peut être autre chose. Si l'on n'a pas une annonce sur le pouvoir d'achat des Français, j'observe qu'il y a eu un ministre qui annonce son titre, le pouvoir d'achat. Eh bien, si ces éléments ne sont pas dits clairement par le Premier ministre mardi, demain, il y aura effectivement un vote de censure et nous déposerons, les députés socialistes déposeront un vote de censure. Moi, je dis simplement que cette responsabilité, elle est pleine et entière d'Emmanuel Macron. Personne ne lui a demandé de faire une dissolution. Personne ne lui a demandé de donner les clés du camion, en quelque sorte, la gestion de l'État au Rassemblement national. Moi, ce que je veux éviter à tout prix aujourd'hui, c'est que le Rassemblement national gouverne ce pays. Parce que je pense que les populistes, dont on voit tous les jours les méfaits, et on commence à les voir, y compris chez nous, entre le discours et les actes, eh bien, ne peuvent pas, ne doivent pas gouverner ce pays. C'est, pour moi, la ligne de conduite principale. Et je préfère aujourd'hui trouver les voies pour que le quotidien des Français soit amélioré, plutôt que de prendre le risque que l'extrême droite gouverne ce pays. Alors la suspension de la réforme de retraite que vous mentionnez à l'instant a été évoquée par le Premier ministre Sébastien Lecornu cette dernière semaine. Est-ce que c'était un coup de bluff ou... Non, je crois que tout est dans les mots. S'il dit nous proposons au Parlement la suspension de la réforme des retraites, on sait très bien que ça ne passera pas.
puisque le Parlement est tellement morcelé qu'il ne le votera pas. Et de surcroît, il y en a plein qui vont jouer finalement au feu en disant on ne vote pas ce texte-là pour obtenir la censure. S'il dit je repousse la réforme des retraites à l'élection présidentielle, ça ne peut pas fonctionner non plus, parce qu'on sait très bien ce que cela signifie derrière. Il faut dire clairement qu'en tant que Premier ministre, il suspend immédiatement la réforme des retraites. Je crois qu'il n'y a pas d'autre choix. Et j'entends ce que l'on dit parfois en me disant oui, la réforme des retraites, elle a un coût. C'est vrai, mais regardez aussi toutes les recettes auxquelles on ne fait pas aujourd'hui référence, enfin qui ne sont pas levées auprès de l'impôt, je pense en impôt en particulier. Quand on a 1800 foyers en France, soit 0,01% des foyers que l'on ne taxe pas à juste proportion, c'est pas acceptable. Quand on a le boulanger de Sarreguemines qui proportionnellement paye plus d'impôts que le multimillionnaire, voire milliardaire, ce n'est pas acceptable non plus. Donc vous voyez, c'est des éléments de cet ordre-là qu'il faut mettre dans le débat. Moi, je ne suis pas un macroniste et je ne souhaite absolument pas que ce gouvernement, en quelque sorte, réussisse. Ce n'est pas le sujet. Moi, je souhaite que pour ce qui concerne du quotidien de nos concitoyens, ils voient des améliorations face aux crises dans lesquelles nous sommes. La population est aujourd'hui totalement effarée, inquiète de la situation internationale, de la situation économique qui se dégrade, sur le front de l'emploi, de l'environnement qui touche de plus en plus nos foyers. C'est ça l'inquiétude que nos concitoyens ont, de leur pouvoir d'achat, la difficulté qu'ils ont à finir les fins de mois. C'est ça le drame du quotidien. Et donc la responsabilité quand on est élu, c'est pas de regarder le microcosme et de s'amuser à jouer comme des gamins dans une cour d'école. C'est trop souvent le cas. C'est de répondre aux aspirations de nos concitoyens et de donner le sentiment que l'on est utile à quelque chose. Et maintenant, que se passe-t-il finalement si on n'a pas de budget, puisqu'on devrait déjà avoir une proposition sur la table aujourd'hui finalement? Oui, c'est une des... Et je crains ce que sera ce dépôt de budget, parce qu'il sera de fait, ce qui sera déposé aujourd'hui ou demain, puisque effectivement la Constitution l'impose, sera de fait insincère. Ce budget peut être une première base, et j'imagine que malheureusement, la base qui est aujourd'hui prête dans les ministères et à Bercy, dont on sait que c'est un gouvernement, enfin un État dans l'État, eh bien, ce sera plutôt proche de celui de Bayrou que ce que l'on souhaiterait voir voter. Donc, de toute façon, ce budget sera insincère. Alors, soit on le prend en tant que tel et on laisse la marge de manœuvre nécessaire au Parlement pour effectivement le rendre non pas acceptable, mais le moins difficile à supporter. Sinon, effectivement, on voit très bien quelle en sera l'issue. Alors finalement, la gauche, elle est un petit peu aux abonnés absents de ce nouveau gouvernement. On l'a dit, il y a surtout quelques ministres des Républicains qui ont été exclus là aujourd'hui même du parti, mais aussi des ministres jugés plus techniques. Comment vous voyez la chose après cette semaine de négociations où notamment cette fameuse suspension de la réforme de retraite était mise sur la table? Nous avons dit depuis le début que nous ne souhaitions pas participer à ce gouvernement. Nous ne souhaitons pas de près ou de loin, alors que la Macronie est en train et finissante. Il suffit de regarder les derniers résultats à l'élection partielle qui s'est terminée hier. Dans le Tarn et Garonne, je crois que la Macronie avait, au premier tour, été à 5%. Donc la Macronie, c'est fini. La page est à tourner aujourd'hui. Donc ce n'est pas à nous de porter à bout de bras la Macronie, de la sauver de la situation dans laquelle elle est. La responsabilité d'Emmanuel Macron après le résultat de 2024 eût été de nommer un Premier ministre qui soit de gauche, de tenter cette aventure-là, qu'il n'a toujours refusé. Donc il y a une cohérence. La cohérence, c'est améliorer le quotidien, mais ne pas participer aux affaires du gouvernement aujourd'hui pour sauver en quelque sorte la Macronie. J'observe néanmoins que parmi le gouvernement, dans le gouvernement que vous avez cité, évidemment, il y a des débauchages qui ont été tentés, puisqu'il y en a à tout le moins un, voire peut-être même deux. Je rappelle que M. Panifous, qui est député de l'Ariège, est un député à la base socialiste et qu'il aura sans doute droit aux mêmes conséquences que les ministres LR, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus être au parti. Donc, et puis qu'il y a aussi que Jean-Pierre Farandou est plutôt considéré comme un ancien grand patron de la SNCF proche de la gauche. Mais cela ne suffira pas à changer la donne. Encore une fois, le casting, c'est une chose, mais ce qui est dit et ce qui est fait est une autre chose, et on entre dans cette autre chose, et que plus que jamais, tout dépendra de ce que ce gouvernement sera en capacité de dire. Que faudrait-il mettre en place finalement en France pour faciliter les compromis politiques, puisqu'on l'a bien vu, on est quand même dans une situation de forte instabilité politique actuellement? On parle beaucoup de la proportionnelle, c'est un sujet qui est beaucoup évoqué. Vous savez que François Bayrou, l'ancien Premier ministre, était plutôt favorable à la mise en œuvre de la proportionnelle. Moi, je suis plutôt réservé parce que je suis plutôt attaché aux institutions. La 5e était à l'époque imaginée pour donner de la stabilité à la France. On voit qu'aujourd'hui, manifestement, ça n'est plus le cas parce qu'il y a cette tripartition. Non, moi, je crois que simplement ce qu'il faudrait, c'est déjà accepter que le président ne détient plus autant de pouvoir.
Ce qui pose aujourd'hui un problème, cette espèce de paradoxe complet quand vous avez un président de la République qui reçoit, comme il l'a fait la semaine dernière, l'ensemble des chefs de parti à l'Élysée et des présidents de groupes parlementaires pour leur dire du socle, enfin on va dire du Front républicain, pour leur dire voilà la situation, et qui finit par dire c'est pas moi qui gouverne. On a envie de dire mais alors pourquoi est-ce que vous avez invité l'ensemble des présidents de parti? Il y a une incohérence complète. Et que si Emmanuel Macron, depuis le mois de juin 2024, avait accepté l'idée qu'il n'était plus aujourd'hui détenteur du pouvoir, parce qu'il ne l'est réellement, factuellement plus. Il n'a plus de majorité, il ne pourra plus constituer de majorité. Et donc refuser ce constat basique d'un président qui n'a plus de pouvoir, eh bien c'était une erreur aussi. Et in fine, imposer Bruno Le Maire, comme il l'a fait la semaine dernière auprès de son Premier ministre Le Cornu, puisque c'est quand même lui qui était à l'origine, c'est bien Emmanuel Macron qui a imposé Bruno Le Maire, c'est un constat criant du fait qu'il est complètement déconnecté de ce que pensent les Français aujourd'hui à son égard. Je rappelle que moi qui est socialiste, et je me souviens du désamour des Français pour François Hollande, aujourd'hui Emmanuel Macron est plus détesté que François Hollande. Je n'imaginais même pas que ça pouvait être le cas. Donc c'est dire aujourd'hui le rejet qu'il y a du président de la République et auquel est associé l'ensemble de la classe politique, parce que tout le monde aujourd'hui est un peu sous les feux, les fourches et le rejet de nos concitoyens qui considèrent que d'abord nous avons des avantages et que nous ne faisons pas ce qu'attendent les Français. Et d'un certain sens, ils ont raison. Je comprends qu'il y a ce rejet de la classe politique, parce que effectivement le parisianisme, des débats que l'on peut avoir, le sentiment que l'on joue avec la vie, avec l'économie, eh bien ne plaident pas en notre faveur. C'est aussi un peu comment dirais-je, un vœu de ma part, du constat que je fais. Et croyez-moi que c'est assez détestable, parce que ce n'est pas une ambiance de travail, pour moi en tout cas, que j'apprécie. Qu'attendez-vous finalement de ce gouvernement ces prochaines heures en termes de mesures concrètes à mettre en place ces prochaines heures? Sébastien Lecornu a dit d'abord qu'il avait carte blanche, que le président de la République lui avait donné carte blanche. Donc s'il a carte blanche, il faut qu'il regarde quelles sont les principales mesures qui, au moment de la campagne de 2024, étaient mises en œuvre à gauche, pour ce qui me concerne, sans doute aussi à droite, et qu'il puisse répondre à ses aspirations principales. Nous, on avait un programme avec le nouveau Front populaire qui était large, mais encore une fois, si on a quelques mesures qui sont prises en compte, je ne peux pas dire plus, on l'a dit, répété et redit, eh bien je pense que ce gouvernement peut durer plus qu'une semaine. Sinon, on se retrouve dans une situation que l'on connaît déjà. C'est-à-dire, si demain, il y a le vote d'une motion de censure, le gouvernement tombera et une dissolution sera prononcée parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. Et si la dissolution se passe mal, c'est la grande crainte que je peux avoir aussi, c'est que, in fine, ce serait quand même plus que baroque, le président de la République soit contraint de démissionner parce que le pays deviendrait ingouvernable. C'est quand même ça que l'on a face à nous. La situation aujourd'hui, de ce point de vue-là, est totalement alarmante. Donc, la responsabilité, encore une fois, pleine et entière de la situation dans laquelle l'on vit aujourd'hui repose sur un président de la République qui doit laisser faire son Premier ministre, et un Premier ministre qui a, je crois, toute l'attitude aujourd'hui pour prendre en compte cette situation, de donner des gages aux uns et aux autres pour éviter que l'on ait une nouvelle dissolution, sinon elle aura lieu. Et elle ne nous fait pas peur. Je le dis aussi parce que j'entends parfois ce que l'on raconte. Le Parti socialiste en Moselle a d'ores et déjà désigné tous les candidats potentiels qu'il pourrait y avoir dans toutes les 9 circonscriptions de Moselle. Les fonds sont à disposition, le papier est commandé, que l'on ne s'inquiète pas, nous ferons campagne s'il le faut, et nous sommes prêts à le faire. Donc s'il y a des solutions demain, vous êtes prêt à mener campagne? On est prêt à mener campagne. Il y a évidemment un sujet sur le périmètre d'union de la gauche. Je n'ai jamais tenu particulièrement à l'union avec la France insoumise, c'est le moins que l'on puisse dire, et tout le monde le sait très bien. Et je n'y tiens pas plus aujourd'hui. Mais je pense, et c'est aussi les sondages qui le prouvent, les études d'opinion le montrent, que la gauche du gouvernement, je l'appellerais comme ça, qui peut aller du Parti communiste jusqu'au Parti socialiste, si elle était unie, aurait un résultat sans doute plutôt bon, parce que c'est ce que l'on observe. Et moi, je plaide à cette union-là de la gauche pour gagner les élections. Mais en Moselle, on ne soutiendra pas des candidats de la France insoumise, parce que je pense que ce n'est pas non plus ce qu'attendent aujourd'hui nos concitoyens. Je pense qu'on a besoin plutôt de quelque chose qui soit d'une forme de sérénité, d'un programme qui soit un programme politique qui soit raisonnable, enfin en tout cas raisonnable, qui réponde aux aptitudes des gens avec des propositions qui tiennent la route. Et moi, j'appelle à ce que cette gauche-là, qui a toujours su faire preuve de responsabilité. Regardez, c'est quand même extraordinaire que dans une situation aussi forte que celle-ci,
on parle autant du Parti socialiste. Combien de fois ai-je entendu « le Parti socialiste est mort », je pense que je l'ai même entendu ici sur ce plateau, on me demandait ce que je faisais encore dans ce parti. Et manifestement, comme ça a été le cas en 97, comme ça a été le cas après la crise pétrolière dans les années 70, on s'est tourné vers le Parti socialiste. Et en tout cas, nous, on revendique à la fois cette équipe difficile de répondre aux difficultés auxquelles on fait face et de répondre aux attentes de nos concitoyens. Eh bien, j'ai bien compris, Monsieur Bébert, vous attendez des mesures concrètes ces prochaines heures de la part du gouvernement et on devrait certainement en savoir plus lors du premier Conseil des ministres qui va se tenir ce mardi 14 octobre, donc à 10h. Merci à vous, Monsieur Bébert, d'être venu. Bonjour et bienvenue dans l'Actu Sport. On commence par le foot. C'était un week-end de coupe pour les équipes du secteur, avec pour commencer le 5e tour de la Coupe de France qui concernait l'Entente Neufgrange-Silsheim. Petit poussé de District 2, il recevait l'US Sarre-Union, pensionnaire de Régional 1. Les joueurs de l'ENS ont livré une belle bataille devant leur public avant de s'incliner finalement 3-0. Retour en images sur ce match. Ils sortent par la grande porte. Ce samedi, les joueurs de l'Entente Neufgrange-Silsheim en blanc, pensionnaires de D2, affrontaient l'US Sarre-Union en bleu, évoluant en 4 divisions au-dessus en Régional 1. Devant près de 400 spectateurs, Neufgrange commence bien son match avec un début équilibré avant que Sarre-Union hausse le ton. Les visiteurs se créent alors plusieurs grosses occasions, mais Neufgrange peut compter sur son gardien qui réalise quelques très belles parades. C'est en pyramide 2, mec. À la mi-temps, le score est de 0-0 et Neufgrange peut encore croire à l'exploit. Mais au retour des vestiaires, Sarre-Union revient avec de meilleures intentions et marque le premier but du match à la 49e minute par Diatta. Les Blancs ont plus de difficultés en seconde période à poser le jeu et essayer d'aller vers le but adverse. À la 66e minute, Sarre-Union profite d'une erreur de main et d'un coup franc indirect pour marquer le second but de la rencontre grâce à Alex Agnan. Les Bleus continuent de pousser et vont se créer d'autres occasions avant d'obtenir un pénalty sifflé à la 85e minute pour marquer le dernier but du match qui scelle définitivement le score. L'US Sarre-Union a respecté la logique des 4 divisions d'écart avec son adversaire en s'imposant 3-0. Mais pour l'Entente Neufgrange-Silsheim et son coach, cette défaite ne remet en rien le très beau parcours que le club a réalisé cette année. Beaucoup de fierté, on leur a donné du fil à retordre. La mi-temps 0-0, je pense que c'était une première victoire pour nous. Donc après, il n'y a pas photo. Le temps a joué pour eux, ce qui était logique. Voilà. On a donné tout ce qu'on pouvait donner. Et je leur ai dit de continuer ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ont tout donné, on a vu. Certains sortent avec des crampes, d'autres des petites blessures. Il fallait qu'ils continuent ce qu'ils ont fait. Voilà, j'ai un beau groupe, sérieux, travailleur et je suis très fier. On a pu montrer nos qualités, on veut jouer les prétendants dans notre championnat, donc on va se servir là-dessus, on va faire le job. Un peu déçu forcément, parce qu'on reste compétiteur, il n'y avait pas grand-chose, voilà, donc c'est bien. Place désormais au championnat pour l'Entente Neufgrange-Silsheim. Toujours en Coupe de France, le Sarreguemines FC s'est quant à lui qualifié pour le 6e tour. C'est sur la pelouse de l'AS Redin, club de Régional 3, que les Fayenciers se sont imposés 2-1. Le doublé d'Ayoubel Mansouri a permis aux hommes de Jamel Ferjani de passer un nouveau tour. Prochain match pour le SFC samedi en championnat contre l'APM Metz à domicile. En Coupe du Grand Est cette fois-ci, Arène Étain Schmidt-Villers s'est aussi qualifié pour le 4e tour de la compétition. La ES est allée s'imposer 3-1 sur le terrain de l'US Wittersheim. Prochain rendez-vous pour l'Entente dimanche à domicile contre Dallenheim en Régional 2. Pour clore ce chapitre foot à Sarreguemines, 2 jeunes talents de futsal voient leur travail récompensé. Baptiste Jamet et Ibrahim Larchouni, formés au Sarreguemines FC, viennent d'être sélectionnés en équipe de France U17 de futsal. Aujourd'hui, au Pôle France Futsal de Lyon, ils représenteront les Bleus lors des 2 rencontres face au Portugal les 14 et 15 octobre. Une grande fierté pour le club mosellan qui voit son partenariat avec le Sporting Beren Futsal porter ses fruits.
On passe au handball maintenant, avec une nouvelle victoire pour Sarralbe. Le club affrontait l'Entente Bouzonville-Boulay à domicile ce samedi 11 octobre. À l'issue du match, les handballeurs sarralbigeois l'ont emporté sur le score de 36-24. Après une 5e journée d'honneur masculin, le CO Sarralbe est co-leader du championnat avec Agondange, avec un total de 15 points. Vendredi soir se tenait la 3e édition de la course nocturne de beach en faveur de la Ligue contre le cancer, un événement qui a rassemblé presque 500 coureurs. Émile Gazelle était sur place pour suivre la course. 2, 1, top! Les foulées de la Citadelle ont traversé pour la 3e édition les rues de Beach. Du marché couvert à la mairie en passant par le Jardin pour la Paix et la Citadelle. Le club de basket de Beach a organisé sa 12e édition de la Beachoise avec toujours le même objectif. L'objectif, c'est toujours de faire aussi bien que l'année précédente pour recueillir un maximum de dons pour la Ligue contre le cancer. Donc voilà, à partir du moment que tous les dossards ont été vendus, donc c'est déjà une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Et puis la météo est de la partie, donc on est optimiste pour dimanche. L'année dernière, environ 12 500 € avaient été récoltés pour la Ligue contre le cancer. Pour les vainqueurs, gagner cette course a un goût particulier. Dans ma famille, on est très touchés justement par le cancer. J'ai perdu pas mal de membres de ma famille comme ça, donc je sais que franchement, je pensais vraiment à eux pendant la course, surtout dans les montées où c'est dur. Je pensais à eux, ça me donne de la force et en fait dans les descentes, je pense à ma famille qui est là, qui m'encourage et c'est des moments joyeux. Et du coup dans la descente, c'est ce que j'aime aussi, donc je prends mon envol et je pense à ça. Ouais, bien sûr, j'ai eu une petite pensée pour ma maman qui avait eu le cancer du sein, donc ouais, forcément ça avait un goût assez particulier d'être premier à cette course. Ouais. Jacques Eulinger est arrivé premier en 38 minutes 45 secondes, puis Grégoire Launay est arrivé deuxième avec 39 minutes 34 secondes. Et en troisième, Lilian Schneider avec 39 minutes 56 secondes. Sur le podium féminin, il y avait Amandine Berg-Chuliard, arrivée en 46 minutes 43 secondes, Sarah Bor en 47 minutes 41 secondes et Elodie Weber en 48 minutes et 08 secondes. Et la 3e ligne qui suit. Ils étaient 490 participants. Les coureurs ont pris beaucoup de plaisir à faire cette course nocturne. Bien, de nuit, fallait être concentré du début à la fin. Les plus durs, c'était la montée de la Citadelle. Je trouvais qu'il fallait attaquer, il fallait assumer la première place. Je dirais l'endroit que j'aime le moins, c'est quand on passe au niveau de la station d'épuration. Derrière, c'est très sombre, c'est au début de la course, il y a encore une ambiance, on a encore un peu le stress qui est là. On n'a pas le temps de se relâcher, il n'y a pas encore eu de descente, donc on n'est pas libre encore, je trouve, dans nos mouvements. C'est l'endroit que j'aime le moins. Dimanche avaient lieu les marches de 5 et 10 km, accessibles à tous autour de l'étang d'Assalfourt. Début de championnat compliqué pour l'AS Sarreguemines tennis de table. Après une première défaite contre Reims à domicile, le club s'est à nouveau incliné ce week-end en Grand Est Élite. Un déplacement à Strasbourg qui s'est soldé sur le score de 11-3 pour les locaux. La 4e journée aura lieu le samedi 15 novembre avec un match contre Bazeille. Et on finit avec de la natation ce week-end. Le cercle nautique de Sarreguemines effectuait son retour à la compétition sur 2 lieux. Le premier à Saint-Dizier avec le groupe élite qui participait au meeting international de bassin 25 mètres. De bons résultats dans l'ensemble, confirmant le travail mis en place depuis la reprise. 44 autres nageurs avaient rendez-vous à Thionville avec à la clé de belles performances globales. Et à ne pas manquer à la fin de semaine, les 10 km de Sarreguemines. Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site courezavecnous.com ou alors à l'Intersport de Sarreguemines jusqu'au 18 octobre. Le départ est prévu dimanche à 10 h sur l'avenue de la Blisse. Merci à vous d'avoir suivi l'Actu Sport. Je vous souhaite une très belle journée.